Bonjour à tous. Je vais commencer par remercier le professeur Sansonetti pour l'invitation. C'est très émouvant pour un écologue et un biologiste de l'évolution de parler dans ce temple du savoir. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Darwin et de Pasteur, de l'évolution des maladies infectieuses dans une optique de santé publique. Et en fait, j'ai choisi de commencer par cette citation de William Stewart, qui était alors le médecin, le Surgeon General, l'équivalent du ministre de la Santé aux États-Unis, que le professeur Sansonetti a déjà mentionné dans un de ses cours, et qui est édifiante à double titre, je trouve. Donc cette citation, il est temps de refermer le livre des maladies infectieuses et d'annoncer que la guerre contre la pestilence a été gagnée. Aujourd'hui, elle nous semble excessivement optimiste, voire même un peu naïve. Et donc voilà, la première leçon, c'est qu'il faut faire attention avant de prononcer certaines choses, mais dans ce cas-là, c'est doublement édifiant car des travaux récents montrent que le pauvre William Stewart n'a jamais prononcé cette phrase. Elle a été en fait inventée par des tenants de l'évolution virale qui voulaient se mettre en valeur en diminuant un peu les autres. Donc il y a un article sur ce sujet. Donc au cours de cet exposé, je vais d'abord partir de Darwin et Pasteur en fait, pour montrer que les aspects que je vais présenter trouvent leurs racines dans les travaux de ces deux savants. Et ensuite, je vais illustrer ça avec trois questions d'actualité, mais qui prennent là encore leurs racines dans les travaux de Darwin et Pasteur. D'où viennent les maladies infectieuses? Pourquoi les parasites? Alors ici, j'emploie le terme de parasite dans le sens de biologiste de l'évolution. Pour nous, les parasites, c'est les virus, les bactéries. C'est un état d'être, en fait, un parasite. C'est celui qui nuit à son hôte. Donc pourquoi les parasites nuisent-ils à leurs hôtes? Et j'aborderai la question de la coévolution de l'homme avec ses microbes. Et enfin, dans des perspectives, je verrai en quoi ces liens entre microbes et évolution ont des conséquences en santé publique et est-ce qu'on peut avoir des approches qui soient evolution-proof. Donc Charles Darwin, Louis Pasteur, deux monuments de la biologie, qui ont été au fait de leur gloire à peu près en même temps. Et c'est d'autant plus intéressant de voir qu'ils ont très peu correspondu. On a des traces d'une lettre de Darwin qui, en gros, écrit à Pasteur pour lui dire « J'aime beaucoup ce que vous faites ». Et Pasteur n'a pas vraiment répondu, pour des raisons qu'on verra plus tard. Et c'est vrai qu'au premier abord, en fait, tout semble opposer les deux savants. Si on regarde leur milieu d'origine, Darwin vient d'un milieu très intellectuel. Son grand-père, Erasmus Darwin, est médecin, philosophe, très célèbre aussi. Pasteur, lui, à l'inverse, vient d'un milieu ouvrier. Il a grandi près d'une tannerie. Au niveau religieux, là aussi, c'est l'opposition complète. Darwin se décrira sur la fin de sa vie comme agnostique, ce qui, pour l'époque, est extrêmement provocateur. Pasteur, à l'inverse, lui, est très dévot. Et ensuite, au niveau de la recherche, ils ont aussi des approches différentes. Darwin est quelqu'un de très solitaire, alors que Pasteur, lui, travaillera avec une armée, comme diront les médecins qui s'inquiéteront de ses travaux. Au niveau des méthodes, là encore l'opposition. Darwin, c'est le théoricien, le grand théoricien de la biologie. Pasteur, lui, c'est l'empirisme qui prévaut. D'ailleurs, Darwin, le terme qui est resté, c'est le darwinisme, une théorie. Pasteur, c'est plutôt la pasteurisation, une technique. Et au niveau des approches en biologie, là aussi, c'est complètement opposé. Darwin, c'est le naturaliste qui se base sur les observations sur le terrain. Pasteur, à l'inverse, c'est le travail en laboratoire, le travail en environnement contrôlé. Et ça explique un petit peu aussi cette froideur de Pasteur envers Darwin, ce qui n'est pas dans un laboratoire, ce qui n'est pas contrôlé. Bon, est-ce qu'il y a des implications religieuses aussi qui vont un peu à l'encontre de ses convictions, ne lui plaisent pas trop. On peut quand même voir des parallèles qui sont moins souvent mis en avant. Leur puissance de synthèse, tous les deux, c'est des chercheurs qui sont capables de faire sens d'une multitude d'observations qui ont l'air déconnectées, de trouver un fil conducteur et de le suivre. André Pichot le décrit très bien pour Pasteur. Ils ont tous les deux évidemment un héritage scientifique énorme. Chacun a créé quasiment un champ dans la biologie. Et troisième point, qui n'est pas inintéressant non plus dans le contexte de la présentation que je vais faire, ils ne sont tous les deux, aucun des deux n'est médecin, mais leurs recherches ont toutes les deux eu des implications énormes en médecine. Alors Darwin, c'est plus les médecins qui se sont emparés de ces théories assez vite. Pasteur, lui, à l'inverse, a voulu propager ces théories en médecine et du coup s'est heurté à beaucoup plus de résistance. Alors le statu quo, il y a très peu de choses qui ont été écrites sur Darwin et Pasteur. L'article de Joshua Lederberg, qui a déjà été mentionné dans ce cours, est quasiment l'exception. Donc le consensus, le professeur Sansonetti en a déjà parlé, c'est que
Darwin n'a pas écrit sur les microbes. Là, c'est un livre qui est sorti en 2012 quand même, qui s'intitulait « Microbes et évolution, le monde que Darwin ne vit jamais ». Et le point de vue assez consensuel, c'est celui de Lederberg qui finalement regrette cette opportunité perdue dans la citation ici. Darwin aurait pu trouver un matériel expérimental merveilleux pour l'étude de l'évolution, et Pasteur et ses successeurs auraient pu éviter des décades de raisonnement confus. Et Lederberg a raison dans le sens où les microbes sont vraiment un sujet idéal pour étudier l'évolution. Il y a cet article de Angus Buckling et des collègues qui s'appelle « Le Beagle dans une bouteille », d'après le nom du bateau avec lequel Darwin a fait le tour du monde et a récolté les observations qui ont servi de base à sa théorie. Les microbes, c'est des tailles de population gigantesques. Dans une bouteille, justement, vous pouvez avoir des milliards d'individus. C'est des temps de génération très courts. Pour prendre un exemple, donc l'homme, c'est une vingtaine d'années à peu près. Pour le VIH, c'est de l'ordre de 48 heures. Donc pour le VIH, par temps de génération, on entend le temps pour un virion de produire un nouveau virion en se répliquant dans une cellule. Donc pour vous donner une image, c'est une personne porteuse du VIH, en 20 ans, vous avez autant de générations de virus que Homo sapiens depuis son apparition. C'est 7500 générations. Donc voilà, Homo sapiens d'un côté et une infection pendant 20 ans. En plus de ça, il faut rajouter les taux d'évolution, de mutation, recombinaison, transferts horizontaux, qui sont extrêmement plus élevés chez les virus et les bactéries que chez l'homme. Et enfin, dernier point qui est aussi important, c'est les pressions de sélection. Le système immunitaire, c'est une pression de sélection énorme. Et ça va jouer, et ça fait que les microbes sont un sujet idéal pour l'évolution. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais me restreindre à l'aspect maladie infectieuse avec un angle santé publique. Donc Philippe Sansonetti a déjà mentionné le fait que Darwin a écrit sur les microbes, donc je vais passer rapidement. Et sur Pasteur, là, je vous renverrai un article que j'adore de Mendelssohn en 2002, dont j'ai extrait une des phrases ici qui résume assez bien la teneur de l'article. Les travaux sur la virulence et les vaccins ont probablement fait du laboratoire de bactériologie des années 80, donc il inclut à la fois Pasteur et Koch, le premier lieu de recherche expérimentale in vitro poussé au niveau cellulaire, et donc j'insiste sur des phénomènes compris comme étant des variations biologiques et des mécanismes évolutifs. Et donc, il y a vraiment une redécouverte d'un aspect qui avait été un peu gommé avec la découverte de l'ADN et la synthèse néo-darwinienne sur l'évolution dans les laboratoires de bactériologie. Donc pour résumer cette introduction, il y a une divergence disciplinaire entre Darwin et Pasteur, avec d'un côté les approches plus en laboratoire, les autres plus sur le terrain, d'un côté aussi les mécanismes. D'ailleurs, vous allez le voir dans ma présentation par rapport à celle du professeur Sansonetti. Moi, je vais être moins dans les mécanismes et plus dans les processus. Mais on observe de plus en plus une réconciliation entre ces deux approches qui est en partie, je n'aurai pas le temps de trop parler de ça, mais qui est liée à la technologie. Aujourd'hui, on peut par exemple séquencer des virus de manière beaucoup plus rapide, ce qui était l'objet d'une thèse il y a 10-20 ans, c'est aujourd'hui un travail de routine. Et donc c'est un peu ça aussi qui est en train de conduire à cette réconciliation. Donc les trois questions que j'ai décidé d'aborder, la première, d'où viennent les maladies infectieuses, c'est évidemment en référence au livre de Darwin. Dans son livre, la seule illustration de ce livre, c'est celle-là, c'est cette sorte de généalogie, d'arbre phylogénétique en quelque sorte, où donc il faut le lire, le temps va dans cette direction, de bas vers le haut. Et il y aura une thèse à faire rien que sur cette illustration. On y voit des espèces qui divergent, on voit que certaines espèces, certaines espèces, par exemple ici, s'éteignent. On voit aussi un aspect que je trouve particulièrement fascinant, c'est sur ces nœuds, vous voyez ce foisonnement qui correspond en fait à différentes populations de la même espèce, et seules certaines populations vont passer à la génération suivante. Enfin, une image très très riche, et qui a servi de fondement à la biologie de l'évolution avec une approche classique où ce qu'on mettait là-dessus, c'était différentes espèces, et on reconstruisait ces arbres à partir de critères morphologiques, à partir des fossiles. La grande révolution, c'est la découverte de l'ADN, le séquençage. Donc là, sur cette diapositive, en fait, chaque ligne correspond à une portion du génome ADN de différents individus. Donc chaque ligne, c'est un individu différent. Et vous voyez que ces individus que j'ai choisis ici sont de la même espèce, ils ont quasiment la même séquence, mais on observe des mutations. Voilà, les individus ne sont pas tous identiques. Et en fait, à l'aide de cette information, on peut reconstruire ces généalogies que je vous ai montrées tout à l'heure en mettant en jeu deux principes généraux. Le premier principe, c'est la parcimonie. C'est l'idée que plus deux séquences se ressemblent et plus deux individus seront proches dans la généalogie, dans la phylogénie.
Et le second principe, c'est celui de l'horloge moléculaire, qui dit en substance que si vous comptez le nombre de différences entre deux séquences, vous pouvez savoir depuis combien de temps elles ont divergé. C'est en gros, si on connaît la vitesse à laquelle les mutations s'accumulent dans le génome avec une règle de 3, on peut retracer l'histoire de cette divergence. Donc ça a vraiment, les approches sur l'ADN ont révolutionné la phylogénie pour l'étude des espèces. Et il y a eu une deuxième révolution avec le séquençage, et en particulier les microbes qui ont donné encore un élan à ces phylogénies, parce que les génomes de microbes sont encore plus faciles à séquencer que les génomes de métazoaires. Et pour vous illustrer ça, j'aurais pu prendre plusieurs exemples. J'ai choisi de vous parler des papillomavirus humains, dont le vaccin a été implémenté en France en 2006. Donc les papillomavirus humains, ce sont les virus les plus oncogènes chez l'homme. C'est ceux qui sont responsables du plus de cancers d'origine infectieuse. Il en existe une centaine de types de ces HPV, mais 2 de ces types, HPV 16 et 18, ici, sont responsables de 67% des cancers causés par HPV. Et je vais vous parler en particulier du type HPV 16. Donc HPV 16, qui est le type d'HPV le plus oncogène, contre lequel protègent les vaccins d'ailleurs, qui ont été implémentés en France depuis 2006. Et ce que je vous représente sur cette carte du monde, c'est des travaux de mon collègue Nacho Bravo, qui est maintenant à Montpellier et qui était à Barcelone quand il a fait ce travail, un des experts de l'évolution d'HPV. Et il a représenté sur cette carte les 5 grands variants d'HPV-16. Donc vous voyez que même au sein d'un HPV, vous avez de la diversité. Et ce qui est frappant, c'est en gros de voir que le variant A est présent partout, sauf en Afrique, donc en Eurasie, en Amérique. Et en Afrique, à l'inverse, ce sont les variants B, C, D qui prédominent. Donc premier fait. Et ensuite, les seconds faits sont tirés de l'étude des séquences. Donc à partir des séquences telles que je vous les ai montrées tout à l'heure, ils ont reconstitué une généalogie de ces HPV, de ces variants d'HPV-16, A, B, C, D. Et donc ils ont observé à partir de cette généalogie que, comme on s'y attendait finalement, les variants A sont tous groupés ensemble, et là vous avez les B, les C et D. Les 2 principaux résultats de cette phylogénie, donc avec ces concepts de parcimonie et d'horloge moléculaire, sont les suivants. Le premier, c'est que vous avez eu une divergence des HPV-16A vis-à-vis des autres HPV qui remontent entre 400 et 600 milliers d'années. 400-600 milliers d'années, c'est la première sortie d'Afrique des ancêtres qui vont donner Néandertal. Donc premier fait, on peut retracer l'ancêtre commun de tous les HPV-16 connus à cette date, 400 à 600 milliers d'années. Deuxième fait, si on étudie l'ancêtre commun des HPV-16A seulement, ceux-ci ont un ancêtre commun qui date de 100 milliers d'années environ. Et 100 milliers d'années, là encore pour vous donner un repère, c'est la sortie d'Afrique des hominidés qui vont donner l'homme moderne, Homo sapiens. Donc voilà, comment est-ce qu'on réconcilie ces faits, c'est-à-dire le fait que HPV-16A ne soit pas présent vraiment en Afrique et ces 2 dates de divergence? L'explication la plus parcimonieuse des collègues est la suivante. Donc, il y a longtemps, tous nos ancêtres vivaient en Afrique, très heureux, et vers 400-600 millions d'années sortent d'Afrique les futurs ancêtres de l'homme de Néandertal qui emportent avec eux HPV-16A, ou l'ancêtre d'HPV-16A qui les infectait, pendant que les autres HPV restent en Afrique. Et ensuite, à 100 millions d'années, deuxième sortie d'Afrique. 100 milliers, pardon, excusez-moi, 100 milliers d'années, merci. Deuxième sortie d'Afrique d'Homo sapiens. Et en fait, ce qui va se passer à ce niveau-là, c'est que HPV-16, ou l'ancêtre d'HPV-16, va repasser chez Homo sapiens du fait des contacts sexuels entre l'homme de Néandertal et Homo sapiens, qui sont avérés aussi par des analyses de génome. Notre génome contient des traces d'ADN de Néandertal. Et donc au final, ce que retrace cette histoire, c'est qu'HPV-16 serait, pour caricaturer, un HPV qui a évolué chez l'homme de Néandertal et qui est repassé chez Homo sapiens par transmission sexuelle. Et donc ça, c'est inféré par l'analyse des séquences ADN de ce virus. On peut retracer l'histoire de ce virus. Et c'est intéressant aussi, peut-être pour faire le lien avec les mécanismes, c'est que les HPV-16A sont les plus virulents des HPV-16. Donc on peut aussi y voir une sorte de maladaptation de ce virus-là qui finalement a eu moins de temps pour coévoluer avec l'homme puisqu'il a changé d'espèce en passant de l'homme de Néandertal à Homo sapiens. Donc pour résumer cette section, on séquence de plus en plus de génomes de microbes et je pense que vous avez déjà vu un certain nombre de ces phylogénies microbiennes au cours de ce cours.
À partir de ces séquences, on peut justement inférer des phylogénies et on peut aussi dater les événements au sein de cette phylogénie. On peut faire encore d'autres inférences, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Mais le résumé, c'est que finalement, la manière dont les virus se propagent laisse des traces dans leur génome. Et finalement, en analysant ces génomes, on peut retracer cette propagation. Et juste là, je vous ai pris l'exemple d'HPV où on travaille à l'échelle de centaines de milliers d'années. J'aurais pu prendre d'autres exemples. Sur le VIH chez l'homme, par exemple, là, on aurait travaillé à l'échelle du siècle. L'origine date de la fin 19e, début 20e. Ou encore sur l'épidémie récente d'Ebola, où là, on aurait travaillé en termes de mois, voire d'années. Donc ces approches peuvent se décliner à différentes échelles. Je vais passer à la seconde question. Pourquoi les parasites nuisent-ils à leurs hôtes ? Vaste question. Et pour aborder cette question, je dois définir un petit peu le concept de virulence que j'ai mis en titre, qui diffère beaucoup selon les époques, selon les champs. Pour Pasteur, la virulence, c'est la propriété d'un pathogène, enfin, d'un microbe à produire des symptômes. C'est un trait qualitatif. Moi, je vais le voir comme un trait quantitatif. La virulence, c'est le mal que le parasite fait à son hôte, c'est la diminution de cette fitness, de cette valeur sélective de l'hôte. Et donc la question, c'est pourquoi finalement un parasite nuit-il à son hôte ? Alors Pasteur ne s'est pas intéressé à cette question. D'après ce que j'avais étudié pendant ma thèse, une des premières traces que j'ai trouvées d'études d'évolution de la virulence, c'est ce monsieur, Theobald Smith, grand microbiologiste, un disciple de Pasteur, mais qui était autodidacte, qui a plus ou moins fondé la microbiologie aux États-Unis, et donc qui est parti de ce constat disant bon, la virulence va diminuer la valeur sélective de l'hôte, va en particulier tuer l'hôte. Et pour la plupart des microbes, la mort de l'hôte signifie généralement la mort de l'infection. C'est un peu tuer la poule aux œufs d'or. Et donc sa théorie, qui s'appellera la théorie de la virulence, est que si on attend assez longtemps, tous les pathogènes devraient finir par devenir avirulents, parce qu'il n'y a pas de raison de tuer la poule aux œufs d'or. Et alors après, les réflexions de Smith étaient beaucoup plus complexes que la manière dont je les résumais ici, mais cette théorie de la virulence, c'est plus ou moins ce qui a dominé jusque dans les années 80, même si on avait de nombreux exemples de persistance de cette virulence. Je vous ai parlé des HPV qui sont encore virulents aujourd'hui. La tuberculose est particulièrement édifiant parce que les études montrent que sa virulence a plutôt augmenté au cours des milliers d'années. Le paludisme, qui est toujours un des principaux fléaux mondiaux, et aussi le VIH. Alors certes, le VIH peut sembler récent, et son origine dans la population humaine, c'est une centaine d'années, mais comme je vous l'ai dit, pour un virus, une centaine d'années, c'est des milliers de générations. Et donc dans cette partie, en fait, je vais prendre le cas du VIH pour essayer de disséquer pourquoi finalement, depuis son apparition il y a quasiment un siècle, le VIH n'est pas devenu moins virulent. Alors pour ça, il faut juste que j'introduise quelques notions, des notions d'évolution sur dans quelles circonstances la sélection naturelle définie par Darwin peut s'appliquer sur un trait. Il faut que 3 critères s'appliquent pour que la sélection puisse opérer. Le premier, c'est qu'il faut que les individus, il faut que le trait soit variable entre les individus. Donc si vous pensez par exemple à taille, il faut que les individus aient des tailles différentes. Si tout le monde a le même trait, il ne peut pas y avoir d'évolution. Le nombre d'yeux chez l'homme, par exemple, ne peut pas évoluer parce qu'il n'y a pas de variabilité sur le nombre d'yeux. Il faut ensuite que ce trait ait un effet sur la valeur sélective des individus, sur le nombre de descendants que laissent ces individus. Donc pareil pour la taille. Pour que la sélection naturelle puisse opérer sur la taille, il faut que les gens de différentes tailles aient plus ou moins de descendants. Et troisième trait, qui est un petit peu technique, c'est l'héritabilité, à ne pas confondre avec l'hérédité. L'héritabilité, c'est dans quelle mesure la variabilité qu'on observe sur un trait est expliquée par des facteurs génétiques. Parce que le nombre d'yeux, par exemple, certaines personnes peuvent avoir perdu un œil, mais ce ne sera pas dû à des facteurs génétiques, ce sera des choses qui seront survenues après. Et donc, par exemple, le nombre d'yeux est un trait qui est héréditaire, mais qui n'est pas héritable, parce qu'il n'y a pas de variabilité. Donc ces 3 critères sont nécessaires pour que la sélection naturelle puisse s'appliquer. Et pour complexifier un peu la chose, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on va se placer du point de vue d'une maladie infectieuse, et je vais en plus me placer au niveau épidémiologique. Donc dans mon raisonnement, un individu ici, c'est une infection. Donc pour que la sélection naturelle puisse s'appliquer sur la virulence est un trait qui est exprimé par les infections, il faut qu'il y ait de la variabilité dans la population, il faut que les infections, donc les individus, et des valeurs sélectives différentes. Alors ça, le professeur Sansonetti l'a mentionné dans un de ses cours précédents. Comment est-ce qu'on définit la valeur sélective d'une infection ?
C'est comme pour les animaux, finalement, c'est le nombre de descendants. C'est combien de nouvelles infections cette infection va donner. C'est ce paramètre en épidémiologie aussi appelé R0. Et l'héritabilité, je reviendrai dessus après. Donc, je vais vraiment survoler la biologie du VIH, mais juste pour vous décrire que l'infection typique par le VIH se déroule en 3 phases, avec une première phase aiguë où la charge virale, donc le nombre de copies d'ARN par microlitre de sang, va augmenter de manière exponentielle, et ensuite diminuer de manière exponentielle, comme dans toute infection aiguë. Mais contrairement aux infections aiguës type grippe, le virus va persister, et cette persistance peut durer une durée très variable. Ça peut être de quelques années à plusieurs années. Et pendant cette durée, la charge virale va être plus ou moins constante. Elle va varier un petit peu, mais va rester remarquablement stable. Et à l'inverse, en bleu, je vous ai représenté les cellules immunitaires, qui sont les cellules qui sont infectées par le VIH. Elles vont diminuer de manière assez constante. Et la dernière phase, qui est la phase SIDA, qui se définit en fait par le fait que les cellules immunitaires passent en dessous d'un certain seuil, va être caractérisée par une augmentation de la charge virale et, en absence de traitement, par la mort des patients. Et donc la virulence pour le VIH est généralement définie comme l'inverse du temps avant le début de la phase SIDA. Donc je vais essayer de vous démontrer ces 3 critères: variabilité, effet sur la fitness et héritabilité. Variabilité, c'est finalement le critère le plus facile à observer. Donc là, je vais utiliser comme trait la charge virale pendant cette phase asymptomatique. Et donc là, j'ai représenté la variabilité des charges virales dans une population, c'est la cohorte d'Amsterdam. Et donc là, sur l'axe des abscisses, vous avez une échelle log, le nombre de particules virales dans le sang. Et là, la distribution, et je vous ai représenté dans les petits encadrés une visualisation de cette charge virale. C'est le nombre de virions que vous verriez dans une goutte de sang chez les individus qui ont cette charge virale ici en bleu et chez d'autres qui ont une charge virale élevée. Et donc vous voyez que biologiquement, on parle de différences massives. Dans une goutte de sang, vous pouvez voir qu'il y a une myriade de virions ici et très très peu là. Donc la variabilité existe dans ce trait. Passons à l'effet sur la valeur sélective. Je m'excuse, l'image est un petit peu claire. Donc là, sur l'axe des abscisses, c'est toujours cette charge virale ici, mais je vous représente maintenant la durée de l'infection. Et ce que vous pouvez voir, c'est que plus la charge virale est élevée et plus l'infection est courte, plus la personne porteuse va mourir rapidement. Et là, vous voyez que la charge virale faible, elle, est associée à une infection plus longue. Et donc on retrouve un petit peu ces idées de Smith sur l'évolution de la virulence, c'est-à-dire qu'intuitivement, on s'attendrait à ce que la sélection naturelle ait finalement empêché les virus qui étaient très virulents de se transmettre, afin que seuls les virus causant des infections moins intenses puissent persister, vu qu'ils causent des infections plus longues. Donc, comment expliquer, comment remettre en cause l'hypothèse de Smith? Eh bien, il suffit de prendre en compte le deuxième facteur, qui est l'infectiosité. Parce que la propagation du virus, sa fitness, dépend de 2 conditions. Combien de temps dure l'infection, mais quelle est l'intensité de la transmission par unité de temps? Et là, on voit l'effet inverse, qui est que plus la charge virale est élevée, plus la transmission augmente. C'est assez intuitif, dans le sens où plus il y a de virus dans le sang, plus on est contagieux. Et donc on a 2 forces qui agissent en sens inverse. Et quand on prend la résultante des 2, pour regarder vraiment cette valeur sélective, cette fitness, ce sur quoi la sélection va opérer, eh bien on obtient cette courbe. Donc là, la courbe, c'est ce que Christophe Fraser a appelé potentiel de transmission, mais c'est vraiment le nombre d'infections secondaires. Vous voyez que les infections avec des charges virales faibles causent des infections longues, mais se transmettent peu, et du coup, elles ont un potentiel de transmission assez faible au final. À l'inverse, les souches avec une charge virale très élevée vont avoir une infectiosité forte, mais des infections très courtes, et donc là encore, le potentiel de transmission n'est pas maximisé. Et finalement, la fitness, la valeur sélective, est maximisée pour des charges virales intermédiaires qui permettent d'optimiser transmission et durée de l'infection. Et ce qui est assez frappant, c'est que quand on superpose donc, ce potentiel de transmission tel que je viens de vous le montrer avec les charges virales telles qu'on les observe sur le terrain, vous voyez que finalement, la majorité des virus ont une charge virale qui correspond à une transmission élevée, suggérant que finalement que le VIH a évolué vers cet optimum. Alors, ceux qui font attention remarqueront que j'ai pour le moment évacué le 3e critère, qui est l'héritabilité, qui est assez compliqué à montrer pour une maladie humaine parce que contrairement à des infections de plantes ou d'animaux, on ne peut pas faire d'infection expérimentale. Donc comment montrer que c'est bien le virus qui cause cette virulence? Alors pour vous résumer ce que j'entends par héritabilité, si vous avez une personne qui est infectée par le VIH et qui est entrée en phase SIDA dans les 3 années suivant l'infection,
Mais avant de décéder, cette personne a infecté une autre personne. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut prédire sur la survie de cette personne? Donc, si la virulence n'est pas du tout héritable, vous ne pouvez rien prédire. La virulence dépendra uniquement des facteurs de l'hôte, parce que, alors j'insiste sur ce point, mais la virulence du VIH dépend énormément de facteurs hôtes, de facteurs génétiques, de facteurs environnementaux. Donc, s'il n'y a aucun contrôle du virus, a priori, on ne pourra rien prédire depuis la virulence dans la première infection. Mais si elle est entièrement héritable, à l'inverse, eh ben, on sait qu'il y aura une survie d'environ 3 ans. Alors, comment est-ce qu'on mesure ça, vu qu'on ne peut pas faire d'infection? Les premières méthodes qui ont été appliquées en fait, consistaient à étudier des cohortes dans lesquelles on connaissait le donneur et le receveur. Et donc, si vous faites une corrélation entre la charge virale ou la virulence chez le donneur et la virulence chez le receveur, eh bien, en faisant l'hypothèse qu'il n'y a aucune autre corrélation entre le donneur et le receveur, qui est une hypothèse très forte, je vous l'accorde, du coup, la seule chose qui lie le donneur et le receveur, c'est le virus qui a été transmis. Et donc, si vous trouvez une corrélation entre la virulence dans le donneur et le receveur, c'est ce virus qui en est la cause. Encore une fois, en admettant que par ailleurs, les deux personnes n'ont pas d'autre corrélation, ce qui est une hypothèse simpliste. Ces travaux de 2004, on avait refait une méta-analyse en 2014, montrent qu'il existe bien un contrôle du virus. Ils ont trouvé 21%, mais la méta-analyse arrive à 30%. Donc pour résumer, ce que je vous ai montré, c'est que la virulence du VIH est un trait qui est variable selon les infections, que ce trait affecte la fitness du virus. La virulence va déterminer la manière, l'efficacité avec laquelle le virus se propage et qu'elle est héritable. Et ça permet d'interpréter des graphiques, des tendances qu'on mesure. Ça, c'est la mesure de cette charge virale au cours du temps. Et donc, on voit que depuis les années 80, la charge virale a augmenté, donc allant à l'encontre de l'idée que les virus deviennent avirulents. Donc, en fait, ce qu'on interprète, c'est que le VIH n'était pas très bien adapté à l'homme. Il vient des singes à l'origine. Et donc, on a une première adaptation à l'homme. Et on observe une diminution assez marquée depuis les années 2000. Et à l'heure actuelle, on ne l'explique pas tellement. Donc on peut en reparler dans la discussion, mais c'est un sujet d'étude actuelle. Ça pourrait être lié au traitement, à la mise en place des trithérapies, mais les modèles suggèrent que la pression de sélection n'est pas suffisante pour expliquer une diminution de cette magnitude. Donc pour résumer sur cette question, pourquoi les parasites nuisent-ils à leurs hôtes? La théorie de la virulence suppose que cette virulence, donc j'ai noté alpha, est un coût pour le parasite. Donc pour introduire un formalisme mathématique, cette fitness du parasite, ce R0, c'est le taux de transmission divisé par la virulence, si la virulence est le taux de mortalité. Et donc des mathématiques de base vous disent que plus cette virulence est faible et plus le R0 est élevé, donc on devrait aller vers des virulences les plus faibles possibles. Je n'ai pas eu le temps de détailler, mais s'il n'y a pas de pression de sélection, la virulence ne sera pas contre-sélectionnée. En revanche, ce que je vous ai montré, c'est que s'il y a des compromis évolutifs, elle peut être sélectionnée. Ce que j'ai représenté dans l'équation ici, qui est à peu près la même équation que là-haut, sauf que maintenant, vous voyez que la valeur sélective, la transmission est maintenant une fonction de la virulence. Et donc, ce que ça dit, c'est que quand vous allez diminuer cette virulence ici, ça va jouer sur la transmission, et donc le résultat n'est plus aussi simple à prévoir. Et donc, dans l'encadré, c'est un défaut des biologistes de l'évolution, on aime un petit peu trop les histoires. C'est Achille, le dilemme d'Achille. Pour ceux qui connaissent, Achille, dans l'Iliade, raconte comment il eut à choisir entre une vie courte mais glorieuse et une vie longue mais inconnue et monotone. Achille étant héros grec, il n'a pas hésité, il a choisi la vie courte et glorieuse. Et dans l'Odyssée, Ulysse retrouve Achille aux enfers. Et là, Achille lui dit qu'il a fait une erreur monumentale et qu'il préférait être le plus, l'expression exacte, c'est le plus anonyme des bergers plutôt que de régner sur toutes ces ombres aux enfers. Et donc, j'avais fait un parallèle en fait avec les parasites, les maladies infectieuses, qui finalement doivent choisir entre une infection longue mais peu contagieuse, et à l'inverse, une infection extrêmement contagieuse mais très courte. Et donc, le VIH, on trouve un optimum intermédiaire. Troisième question, l'homme coévolue-t-il avec ces microbes? Cette question est un peu anachronique, sachant que la coévolution a été définie après Darwin, mais je vais faire le lien, pour le coup, plutôt avec Pasteur et reparler un petit peu des vaccins qui ont déjà été abordés. Alors, je voulais juste présenter quelques diapositives pour bien insister sur le fait que l'homme évolue toujours et même que les parasites sont toujours une pression de sélection sur l'homme. Et le meilleur exemple, selon moi, c'est la drépanocytose, anémie falciforme, qui est la première maladie génétique en France, qui se caractérise par une malformation des globules rouges.
Et sur cette carte, je vous représente la prévalence de la drépanocytose dans le monde, donc extrêmement prévalente en Afrique centrale. Et en fait, si je vous montre la prévalence du paludisme, vous allez saisir pourquoi cette maladie génétique a persisté au cours des millénaires. Vous voyez que la prévalence du paludisme, il y a une très forte corrélation entre la prévalence de la drépanocytose et celle du paludisme. Et c'est des travaux qu'on peut faire remonter à Haldane, le grand généticien du population, qui le premier a émis l'hypothèse que si cette maladie génétique, qui est extrêmement coûteuse, là je vous représente un globule rouge sain et ici un globule rouge d'une personne porteuse de la maladie génétique. Là sur la droite, c'est le mécanisme, en fait, c'est l'hémoglobine qui a une forme différente chez les personnes qui ont la maladie génétique et ça engendre cette rupture des globules rouges. Donc c'est quelque chose de très coûteux. Et l'hypothèse de Haldane, c'est que cette maladie génétique confère une résistance au paludisme. Et ça a été démontré plus tard. Notamment, il y a un médecin, Allison, aucun lien de parenté, qui en plus a fait des choses qui éthiquement aujourd'hui nous ferait bondir, mais des infections expérimentales de paludisme chez des personnes porteuses ou pas d'anémie falciforme, et d'autres études plus récentes. Et donc ça, c'est un des exemples qui montre que la sélection naturelle agit encore chez l'homme par les parasites. Alors je vous avouerai que c'est un des rares exemples, si ce n'est un des seuls que j'ai trouvé. Même sur le VIH, on n'arrive pas vraiment à détecter de pression de sélection chez l'homme. En revanche, les politiques de santé, donc là on revient à la première partie du cours de Philippe Sansonetti, ces politiques de santé sont une pression de sélection majeure. Alors j'ai pris ce diagramme qui montre les causes de mortalité aux États-Unis, un comparatif entre 1900 et 2010, et vous voyez une grosse diminution. Cette diminution, c'est les maladies infectieuses, c'est grâce aux antibiotiques et aux vaccins. Pour caricaturer, si on avait fait ce débat du temps de Darwin et Pasteur, en gros, une personne sur deux dans la salle ne serait pas là, moi le premier. La mortalité infantile à l'époque, c'était quasiment 30%, avant 5 ans. Et ça, c'est principalement ça qui a été renversé grâce aux antibiotiques et aux vaccins. Alors, au passage, vous pouvez voir que les causes de mortalité ont un petit peu varié, parce qu'en 1900, vous aviez encore la sénilité comme cause de mortalité. Il y a des données encore plus anciennes du XVIIe siècle où là vous aviez même la peur comme cause de mortalité. Donc voilà, donc une pression de sélection majeure des politiques de santé publique. Alors j'ai quand même juste une petite diapo sur les antibiotiques où des travaux de 2005 de Hussein et al. Avaient mis en regard la quantité de pénicilline prescrite et la fréquence des souches résistantes. Et vous voyez que les pays qui prescrivaient très peu de pénicilline avaient peu de souches résistantes de Streptococcus pneumoniae dans leurs hôpitaux. Et à l'inverse, cocorico, la France, qui prescrivait le plus d'antibiotiques, avait quasiment une souche sur deux résistante. Donc une réponse directe des politiques de santé publique en termes de résistance aux antibiotiques. Ça va même plus loin. Le professeur Sansonetti vous a parlé de ses coûts à la résistance, le fait que rien n'est gratuit en évolution et que résister à un antibiotique, souvent, ça entraîne des problèmes pour la bactérie pour se transmettre. Et bien, une étude de Fabio Luciani, un collègue en Australie, avait essayé de mesurer ces coûts au niveau épidémiologique dans des pays différents. Et vous voyez qu'en Estonie et à Cuba, les coûts à la transmission étaient quasiment nuls. Donc finalement, les bactéries résistantes se transmettaient aussi bien que les bactéries non résistantes. Et à l'inverse, au Venezuela, les souches résistantes avaient la vie très difficile. Elles avaient beaucoup de mal à se transmettre. Quelle est la différence entre ces pays ? Eh bien, elles ont introduit les antibiotiques, les premiers antibiotiques, les isoniazides contre la tuberculose à peu près en même temps, dans les années 50. Mais la grosse différence, c'est la mise en place d'un programme national de lutte contre la tuberculose qui, au Venezuela, avec la révolution bolivarienne, avait été mis en place dès 1936. Et donc au Venezuela, contrairement aux autres pays, les diagnostics de tuberculose étaient beaucoup plus efficaces, les prises d'antibiotiques beaucoup plus adaptées, les suivis de prises d'antibiotiques aussi beaucoup plus adaptés. Et donc ce qu'on voit, c'est que les politiques de santé publique ont un effet à assez court terme, elles vont déterminer la proportion de souches résistantes ou pas, mais elles ont même un effet à plus long terme parce qu'elles vont déterminer quelle est la fitness, quelle est la valeur sélective de ces souches résistantes. Et sur les vaccins, donc, là je vais vous parler d'une réponse évolutive d'un vaccin dans l'industrie aviaire. C'est le cas de la maladie de Marek. Donc, la maladie de Marek est une maladie qui est suivie depuis plus d'un siècle et dont la virulence a augmenté de manière spectaculaire au cours des décennies. Vous voyez que ce qui était finalement une maladie assez bénigne au début du siècle, causant en gros des inflammations nerveuses,
a vu les symptômes accumulés au cours des années pour devenir aujourd'hui une des menaces principales de l'industrie aviaire. Et cette maladie est causée par un virus ADN double brun, qui est de la famille des herpès virus, un gros virus. Et les liens ont assez rapidement été faits entre la vaccination et cette virulence, parce que les augmentations de virulence, donc représentées ici par une échelle arbitraire, ont vraiment suivi la mise en place des vaccins. Vous avez eu un premier vaccin basé sur un autre herpès virus qui a conduit à une augmentation de virulence. Ensuite, un vaccin bivalent qui a été développé avec là encore une augmentation de virulence. Et un troisième vaccin sur lequel repose en gros toute l'industrie aviaire. Et ça colle assez bien avec les prédictions des modèles théoriques. Les modèles théoriques vous prédisent qu'en fonction des types de traitements, vaccins ou traitements, ça revient au même, en fonction de leur type d'action, vous pouvez vous attendre à des réponses évolutives différentes. Un vaccin qui bloque l'infection n'aura pas le même effet qu'un vaccin qui empêche la réplication du pathogène. Vous voyez que le vaccin qui bloque l'infection aura plutôt tendance à sélectionner des souches de virulence plus faibles, alors que le vaccin qui bloque la réplication aura tendance à sélectionner des souches ayant une virulence plus forte. Vous pouvez avoir des vaccins qui bloquent la transmission, qui sont un peu des vaccins altruistes, parce que finalement l'autre va être infecté et va mourir, mais c'est juste que le pathogène ne va pas se transmettre. Le vaccin de la maladie de Marek, lui, était le pire, c'est-à-dire qu'il ne traitait que les symptômes. En fait, il transforme les poulets en porteurs sains. Le poulet est toujours infecté, le virus se réplique, le virus se transmet. La seule chose qui change, c'est qu'il n'y a plus de virulence. Et le vaccin de la coqueluche est finalement un peu similaire. Et là, vous voyez que ce que prédisent les modèles, c'est que ces vaccins qui finalement ne bloquent que la virulence, que les symptômes, prédisent une augmentation de la virulence parce que si on se place du point de vue du virus, l'autre ne meurt pas, donc autant l'exploiter de manière plus intense. Et ça restait à l'idée de théorie. Il y a une démonstration expérimentale qui est arrivée en 2015 où ils ont infecté des poulets avec des souches de virulence croissante de gauche à droite. Donc en noir, c'était la moins virulente et en rouge, la plus virulente. Ce qui est représenté, c'est la fitness du virus, le nombre total de virions produits au cours de l'infection dans des poulets vaccinés. Alors les poulets vaccinés sont ceux en trait plein, couleur pleine, et des poulets non vaccinés, c'est les couleurs non pleines. Et vous voyez que chez les souches peu virulentes, il se produit ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire que le vaccin va finalement diminuer la fitness des virus. Les traits pleins sont en dessous des traits clairs. Mais plus vous infectez vos poulets avec une souche de virulence croissante, et plus votre vaccin a l'effet inverse, et tant et si bien que pour la souche de virulence la plus élevée, vous voyez que les poulets non vaccinés ont une fitness assez faible, parce qu'en fait les poulets meurent très vite de l'infection. Et les poulets vaccinés, eux, vont conduire à des infections où le virus va finalement être assez heureux parce qu'il va pouvoir exploiter un poulet qui reste en vie. Et la démonstration, le deuxième stade de la démonstration a consisté à infecter 3 poulets avec des souches plus ou moins virulentes et à vacciner ces poulets ou pas avant de les infecter et à entourer ces poulets avec des poulets sains qui servaient de sentinelles et à regarder dans quelle mesure les sentinelles étaient infectées ou pas. Et donc je passe un petit peu vite, mais ce que vous voyez, c'est que chez les non vaccinés, généralement, les sentinelles ne sont pas infectées parce que les poulets infectés meurent trop rapidement, alors que si vous vaccinez les poulets avant de les infecter, finalement, toutes les sentinelles, 100% des sentinelles seront infectées. Bon, j'ai remis ce diagramme pour insister sur le fait que les vaccins sont importants et sont une des causes sauvent des vies. Mais justement, pour pouvoir les conserver et éviter les réponses évolutives, il faut prendre en compte cette réponse évolutive. Je passe sur l'évolution intra-hôte parce que j'ai pas le temps. Donc juste pour résumer cette partie de coévolution, l'homme évolue moins vite que ses parasites, mais on peut y voir une coévolution que j'ai sautée entre le système immunitaire et les microbes, et aussi une sorte de coévolution entre les politiques de santé et les microbes. J'ai commencé un petit peu en retard, je vais passer très vite sur les perspectives, mais donc le professeur Sansonetti a dit que déjà Fleming était conscient de ces risques. Fleming, déjà en 1945, dans son discours d'acceptation du prix Nobel, met en garde contre la résistance, et sa conclusion est qu'il faut utiliser une forte dose et traiter le plus longtemps possible. Et ça, c'est un des fondements quasiment des traitements aux antibiotiques. Et ça a été un petit peu critiqué ces dernières années, enfin critiqué. Des personnes se sont demandé si finalement il n'y avait pas une alternative. Et un des exemples à ça, c'est ce qui se passe sur les infections par la bactérie Clostridium difficile, où, pour caricaturer, vous allez avoir une personne qui est infectée par une bactérie pathogène en blanc, et en vert, je vous ai représenté les bactéries du microbiote, donc des bactéries commensales qui nous aident plus qu'autre chose. Et en rouge, c'est une bactérie résistante qui préexiste, par exemple Clostridium difficile. Quand vous traitez avec une forte dose, vous allez éliminer tout le monde sauf les bactéries résistantes. Et au final, le risque, c'est qu'au fur et à mesure, le temps va de gauche à droite,
mais on se retrouve avec une situation où on a éliminé toutes les bactéries sensibles, microbiotes et pathogènes, mais il reste les bactéries résistantes. Et la suggestion, c'était finalement d'utiliser une faible dose, parce que potentiellement, en utilisant une faible dose, on va quand même se débarrasser des bactéries qui sont sensibles aux antibiotiques, mais on va aussi se débarrasser indirectement des bactéries résistantes du fait de ces coûts liés à la résistance dont on a parlé tout à l'heure. Et l'idée, c'est plus ou moins d'utiliser la compétition qui règne entre les bactéries, cette compétition au niveau du microbiote. Alors, le professeur Sansonetti avait cité Tintin dans un cours précédent, moi je mets Astérix, et donc de tirer parti en fait, de cette compétition entre les microbes dans le cadre des traitements. Et je vais passer, mais il y a une démonstration expérimentale, là encore, mais qui a été faite pas avec des bactéries, avec un protozoaire, le paludisme des rongeurs, qui montre finalement qu'un traitement modéré, moins intense, peut arriver au même résultat, et tout en limitant la transmission et l'évolution de la résistance. Je n'ai pas du tout le temps de vous parler d'Ebola. Et donc, juste pour conclure, l'idée, en fait, c'est est-ce qu'on ne peut pas aller vers passer d'une logique d'éradication des microbes ou des pathogènes à une logique de domestication. Et là encore, je voulais conclure avec l'exemple de Clostridium difficile, qui est pour moi un des exemples les plus frappants. Qu'est-ce qu'on fait quand, après avoir utilisé des antibiotiques, on se retrouve avec une infection par Clostridium difficile qui, par définition, est résistant? Alors, jusqu'à il y a quelques années, le protocole standard, c'était d'augmenter les doses, avec un succès assez mitigé. Et depuis, il a été réalisé qu'il y avait une méthode alternative qui s'appelle la bactériothérapie fécale ou transplantation fécale, qui consiste plus ou moins à prendre le microbiote intestinal d'une personne saine et à l'introduire chez la personne infectée par Clostridium difficile. Et ça, c'est frappant à deux égards. Le premier, c'est par le taux de succès. On arrive à des taux de guérison bien supérieurs à ceux de la chémothérapie agressive. Et l'autre chose que je trouve fascinante aussi, c'est que finalement, on n'arrive pas encore très bien à expliquer les mécanismes. Il y a énormément d'équipes qui travaillent là-dessus pour essayer de disséquer finalement quel est le processus qui conduit à ce remplacement de Clostridium difficile, donc du pathogène résistant, par un microbiote commensal, pour essayer d'isoler des souches ou des principes actifs, parce que vous doutez bien que la plupart des gens préféraient prendre un médicament que d'avoir une transplantation fécale. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer ça de manière à pouvoir produire un traitement. Et ça met en évidence, je pense, l'importance de ces relations écologiques, le fait qu'on a des communautés bactériennes et qu'il faut comprendre la communauté dans son ensemble pour arriver à vraiment pouvoir domestiquer ces microbes. Et donc pour vraiment conclure, donc le monde microbien est façonné par les politiques de santé publique ou par leur absence. Et donc il est important d'avoir un temps d'avance, de prévoir cette évolution. Et à cet égard, d'avoir vraiment une approche qui implique à la fois les mécanismes et les processus dynamiques, donc une épidémiologie évolutive ou une écologie évolutive, et donc inclure ces mécanismes et les replacer dans l'environnement des microbes. Je vous remercie pour votre attention.